Congé de lunch à partir d'aujourd'hui, et ce, pour jusqu'à on ne sait trop quand. Je suis assez content. Congé de lunch, la charge mentale que ça m'enlève. Ah, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Mais tu es obligé d'enfermer les enfants quelque part quand tu viens faire le balado? Exactement. On a une pièce aménagée pour ça à la maison. Non, mais bon... Ça s'appelle la cage. C'est un concept innovateur. Non, on a évidemment toute une stratégie avec la famille, les voisins, comment dire. Non, c'est un grand déploiement. Mais je fais une blague avec ça, mais les lunchs, bon, d'abord, je suis le ministre du frigo chez moi, vous l'aurez peut-être deviné. Donc, je m'occupe des lunchs. Puis, honnêtement, là, évidemment, la grève, ou enfin, la fermeture des écoles, ça commence. Là. Donc, on est de bonne humeur. Peut-être que dans 2 semaines, on va l'être un peu moins. Mais, non, je fais pas de blague, là. C'est à tous les jours, les lunchs. Ça arrête pas. Puis moi, en plus, mon gars n'aime pas les sandwichs. Tu sais, c'est comme... Ça complique ma vie. Oui, mais préparer un lunch, c'est 15 minutes. Gérer ton enfant qui n'est pas à l'école puis qui reste à la maison, c'est toute une journée. Je sais. Fait qu'il me semble que moi, je prendrais le lunch. Tu prendrais le lunch. Mais enfin, tout ça pour, comment dire, on a tous nos responsabilités de père, on a tous nos rôles de père. Puis, je veux pas qu'on parle du père de Brendan Gallagher, parce qu'on va en parler plus tard, mais... Tu as rencontré les pères absolument. À Boston. C'était habituellement, il me semble que c'est davantage médiatisé, ces affaires-là. Je n'avais pas entendu parler, moi, de ce traditionnel. C'est une tradition, je l'ai de plus en plus. Pas mal, oui. C'est pas nécessairement chaque année. Les mères, ou enfin, on invite donc les parents des joueurs en voyage. C'est pas nécessairement chaque année que ça se produit, mais quand même sur une base assez régulière. Pourtant, ça a été médiatisé dans les jours précédents. Ça se peut, là, c'est pas parce que... Cela dit, c'est un voyage à Boston. Il y avait un premier match où les pères des joueurs ont assisté à la rencontre à Montréal contre Vegas. Puis après ça, ils ont fait le voyage à Boston. C'est drôle parce que le père de Jordan Harris est originaire de la région de Boston. Puis son père était déjà venu à Montréal auparavant. Il a fait la navette entre Montréal et Boston genre 3-4 fois dans la semaine. Fait que pour lui, il dit, c'est sûr que c'est moins un voyage, parce que je suis chez nous à la maison. Mais c'est un moment que les pères aiment beaucoup, parce que ça leur permet de vivre de l'intérieur le quotidien de leur fils, comprendre un peu. Puis il y a un aspect voyage tout inclus là-dedans. Ils sont amenés dans des activités. Ils ont fait de la visite du Fenway Park, entre autres. Puis c'est ça. Puis ça leur permet comme de renouer, pas de renouer, mais disons de développer des liens puis de créer une espèce de connivence entre pairs. Ils ont quelque chose en commun qui fait qu'ils sont tous là pour la même raison, mais de pouvoir échanger ensemble, ils apprécient beaucoup. Puis j'ai échangé quelques mois avec Keith Primeau, qui était, évidemment, vrai. lui, ancienne vedette de la Ligue nationale. Ouais, accessoirement. C'est un peu particulier pour lui de se retrouver au milieu d'un papa qui fait de l'aciérie ou un autre, je sais pas, qui est à la retraite, quoi que ce soit, puis lui, il est là. Il dit, mais moi, dans mon temps, il n'y en avait pas de voyage des pères comme ça, puis c'était son premier, évidemment, avec le Canadien. Alors, il appréciait la chose aussi. C'est agréable. À quand le voyage des grands-pères et des grands-mères? Ça, c'est une idée. Moi, il y a une partie de moi qui trouve ça génial. Ils le font avec les mères aussi, le voyage des mères. L'année dernière, c'était les mères. Puis une autre partie qui dit... C'est juste on n'amène pas nos parents. Notre travail, nous autres, vous allez travailler, là, allez faire votre job. Puis en plus, en tout cas, je suis ambivalent là-dessus. C'est pas un camp de vacances. Vous faites du sport professionnel. Ben voyons, Martin, demain... Rabat-joie. Voyons. Mais je suis pas rabat-joie. Je vous dis, je suis ambivalent. Il y a un côté, je trouve ça le fun, que les parents puissent vivre ça. Mais de l'autre côté... Mais toi, en plus, tu l'as vécu plus. Moi, je ne l'ai pas vécu. Marc-Antoine, je ne peut-être pas encore. Tu t'es levé à 5 heures pour aller à l'aréna. Absolument. Bon, mais c'est un peu ça. L'idée, c'est ça. C'est de saluer les sacrifices qui ont été faits par les parents. Que moi, je n'ai pas fait puis que je n'ai pas l'intention de faire. Je l'ai dit. Je l'annonce, là. Si vous m'écoutez, là, les enfants, non. Si ça leur tente, on le fera, là, mais c'est ça. Il y a une notion de sacrifice. Bon. Puis sinon, lequel de ces pères-là t'a semblé être le meilleur pour faire un lunch? As-tu à l'œil, là? Honnêtement, je leur ai pas parlé suffisamment pour pouvoir faire le tour. Au feeling, là, intuitivement. Là. Je réponds pas, c'est une question piège. D'accord. OK. Martin, non, tu faisais lunch? Non. Non. Je faisais les dîners. Ah! C'est plus facile, ça. Ouais. T'as plus de temps. T'as plus d'options. D'un toaster, bien en fait. Un micro-ondes. OK, aujourd'hui, tout est une question de standard.
La renaissance de Brandon, point d'interrogation. Et Quinn Hughes, c'est quelque chose. C'est tellement hockey, épisode 274. Avec l'un de nos journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Et notre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ben, je pense que c'est 4, là. Tu sais, puis je sais, les 2 premières de ces 4 défaites-là, on jouait du bon hockey. Mais là, ça fait 2 games qu'on se ressemble plus comme on se ressemblait. Fait que, tu sais, je pense que c'est un creux pour nous autres, là. Chaque équipe passe à travers de ça. Puis ce creux-là, mais c'est dans ces moments-là que tu te fais juger beaucoup. C'est pas quand ça va bien, quand tu te fais juger, c'est quand ça va pas bien. Fait que d'avoir une semaine du jour ensemble, essayer de se replacer, se corriger, c'est important. Moi, les creux, ça fait partie d'une saison, mais c'est comment tu te corriges. T'sais? Fait que c'est ça qu'on va travailler là-dessus, puis on va être en équipe. On va être tous ensemble, on va essayer de faire ça sur la route. Fait que c'est pour ça que je dis que ça arrive un bon moment. Martin Saint-Louis, j'allais dire à tête reposée, ou enfin pas juste après la défaite contre les Bruins samedi. C'était à l'entraînement, ça, lundi après l'entraînement, que certains ont qualifié d'entraînement punitif. Parce qu'on a vu... Certains l'ont. Bon, oui. Non. C'était pas... Non, j'ai pas dit... Moi, j'étais pas là, donc... mais... OK. Moi, j'y étais, puis je te le dis. C'était pas un entraînement punitif. D'accord. Donc, Saint-Louis, sur le creux de vague que le Canadien vit, parce que ça, là-dessus, je pense qu'on est d'accord, c'est pas une bonne semaine. Ça n'a pas été une bonne semaine. Et Saint-Louis dit que ça arrive. C'est des affaires qui arrivent. C'est des affaires qui arrivent à toutes les équipes. Alors, je suis curieux de vous entendre là-dessus, parce que là, Martin, tu as commencé dans nos conversations d'avant enregistrement, tu as évoqué le mot en L pour la loterie. Ça fait quelques semaines, quand le Canadien connaît une mauvaise séquence, on se dit, ben c'est normal. Hein? On avait tous envisagé que cette équipe-là ne ferait pas les séries. Alors, c'est normal qu'elle perde. Donc, où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est dans la normalité, que cette équipe-là va tranquillement piquer du nez jusqu'à la fin de la saison, ou est-ce que c'est simplement un creux de vague? Ben, à mon sens, c'est un creux de vague qui pourrait se prolonger, parce que historiquement, le Canadien n'a pas énormément de succès quand il va en Californie. Ouais. Alors là, effectivement, c'est bel et bien 4 défaites de suite que connaît le Canadien. Ça pourrait facilement s'allonger, être plus que ça, et faire en sorte que le Canadien creuse sa tombe et se place dans une position où il est définitivement exclu rapidement du portrait des séries, même si, bon, c'est... Nous, à vol d'oiseau, on ne voyait pas cette équipe-là faire partie des séries, mais j'ai l'impression que dans une certaine mesure, il y a un côté de Martin Saint-Louis où il gère son équipe comme une équipe qui aurait des chances de le faire. Et puis, il suit l'intuition, il suit le message que lui envoient ses joueurs. Puis ses joueurs, en début de saison, disaient, ben, on est là, on est compétitif, tu regardes la fiche, puis c'est toujours le débat entre est-ce qu'on travaille en fonction du développement des joueurs, à améliorer le processus, ou on prend nos décisions en fonction des résultats. Puis déjà, on en a parlé dans un épisode précédent, mais Martin Saint-Louis est tombé un petit peu dans le piège un peu plus tôt, il y a quelques semaines, d'avoir pris certaines décisions en fonction des résultats. Mais je pense que on pourrait aisément voir le Canadien réajuster le tir de façon définitive pour le reste de la saison si cette disette-là continue, puis que finalement, il s'enfarge pour de bon. Mais... en même temps, à mon sens, il n'y a pas de surprise, mais c'est vrai que toutes les équipes vont passer à travers ça, mais sauf que quand il dit, ben, on a joué, on a une séquence de défaites, 4 matchs, etc., mais on a quand même bien joué dans les 2 premiers. Sur ces 2 matchs-là, il y a quand même une défaite de 5-2 contre les Canucks de Vancouver, qui, à mon souvenir, n'avait pas fait montre, le Canadien n'avait pas fait montre d'un style de jeu extraordinaire, puis vraiment, là, tu dis, oh, un instant, 5-2 n'est pas le reflet de l'allure de la rencontre. Mais ils se sont fait battre. La veille, le match d'avant contre Boston, oui, ils avaient été excellents, mais ils n'avaient pas
ils n'avaient pas renchéri le lendemain contre Vancouver avec une performance où tu dis, ah, ben là, on va marquer cette date-là là, dans notre carnet puis se dire, c'est comme ça qu'on doit jouer. Ben écoute, on arrive dans la période de la saison où les tendances sont pas mal lourdes. Là. Quand il y a des tendances qui se dégagent, elles sont là pas mal pour rester. Ça fait 8 défaites dans les 10 derniers matchs. Le Canadien est 26e. On parle de long en large, balado après balado, des problèmes de l'équipe offensivement à 5 contre 5. Certains joueurs de cette équipe-là qui devraient être importants à 5 contre 5 connaissent une saison difficile. Puis, on a parlé au cours des derniers balados aussi qu'est-ce que Martin Saint-Louis pourrait faire avec les trios, mais à un moment donné, c'est pas juste de brasser les cartes, là, c'est la qualité des cartes que tu as entre les mains. Le Canadien n'a pas de deuxième trio. Juraj Slafkovský joue sur un des trios supposément offensifs de l'équipe et c'est un jeune qui est encore en apprentissage et qui a encore beaucoup d'apprentissage à faire. Et moi, je vois cette équipe-là chuter et en faisant les notes ce matin, c'est ça, je me disais, il n'y a pas si longtemps, il y avait un petit émoi autour du fait que Jeff Gorton n'avait pas voulu prononcer le mot en P, le mot playoff au tournoi de golf. On peut le dire, c'est correct. Oui, mais nous autres, on a le droit. Mais tu sais, ça aurait l'air ridicule aujourd'hui. Là, il a bien fait de pas s'être lancé là-dedans, mais on regarde l'équipe chuter. Le Canadien est 26e, puis regardons, les Oilers sont dans le bas du classement, ils vont remonter. Il y a d'autres équipes qui vont remonter aussi. Ça ressemble, ça commence à se dessiner un peu comme une autre année de loterie. Non, puis je lisais, je pense que c'est le confrère L'Orange dans la presse. Je pense que le Canadien est en retard au niveau des points. Par rapport à l'année passée. Gardons ça en tête aussi. Mais je veux juste vous relancer là-dessus parce que puis je pense pas que cette équipe-là est meilleure que ce que les tendances indiquent, là. Ou enfin pas nécessairement. Puis 2 victoires en temps réglementaire. Ouais, ça reste au dernier rang de la Ligue nationale. C'est une tendance qui parle très fort. Ça fait un mois. Ça fait un mois qu'ils n'ont pas gagné en temps réglementaire. Mais, j'allais dire, souvenez-vous, là, après le match contre Vegas, là, où est-ce que Saint-Louis avait dit « Oh, bon sang, c'est le meilleur match », je paraphrase, là, il n'a pas dit « bon sang », mais c'était le meilleur match que j'ai dirigé. On avait dit, puis le consensus, c'était que, je pense que c'était les mots de Saint-Louis, que le standard avait changé. Et là, ben, on est au lendemain d'une dure semaine où le Canadien s'est fait battre par 2 des meilleures équipes de la Ligue. J'entends par là les Golden Knights et les Bruins. Et que, surtout dans le cas du dernier match, c'est l'effort qui semble être la première. Pas l'effort, mais on a parlé de mollesse. Il y a des questions de mollesse. Il y a des questions peut-être de manque d'engagement. Et ce sont des éléments que le Canadien nous a montrés, ça, à d'autres moments, que c'était pas tant un problème. Alors, je disais d'entrée de jeu, le standard est peut-être resté le même, c'est juste que l'équipe connaît une mauvaise passe. Parce que l'an passé, il me semble que ça aurait été... Les réactions n'auraient pas été les mêmes à une séquence comme celle-là. J'entends par là perdre contre 2 des meilleures équipes, alors que là, et Marc-Antoine, tu disais que c'était pas un entraînement punitif, mais reste qu'on n'a pas vu souvent des entraînements qui se terminent là, sur du power skating, là. Parce que c'était ça. Oui, effectivement, il y a eu, c'est ça, il y a eu 6 ou 7 longueurs de patinoire à la fin. Là. Écoute, c'est un clin d'œil aux entraînements punitifs, mais honnêtement, il n'y a pas. J'ai pas senti là, que, hey, là, on va. C'était pas. Il y avait pas le fantôme de Pat Burns n'était pas dans la place. OK. Non. Cela étant dit. Il n'a pas demandé à Steamer de ranger les bouteilles d'eau et de. Non, c'est ça. Exact. Mais ça, on verra probablement jamais ça de Martin Saint-Louis. Non. C'est la version Saint-Louis d'un entraînement punitif, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais écoute, ça envoie un message au niveau de l'imputabilité, puis je pense que c'est tout à fait correct. Puis les joueurs n'avaient aucun problème avec ça. Dans une certaine mesure, je pense qu'ils s'y attendaient. Ouais. Mais tu parles de standard. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je ne sais pas s'il y a quelque chose qui s'est perdu dans la traduction entre l'anglais et le français, entre standard et standard. Mais bon, c'est vrai que Martin Saint-Louis avait dit que, bon, le Canadien avait élevé ses standards à l'occasion du match à Vegas. Mais, à mon sens, un standard, c'est quelque chose qui détermine pas seulement ce dont tu es capable, mais ce qui est ta nouvelle norme. C'est-à-dire que nous,
ce qu'on doit maintenant établir comme rendement, c'est là. Mais je pense pas que c'est ça qui est... Mais sauf que tout ce que ce match-là à Vegas nous a montré, c'est voici maintenant ce dont on est capable. C'est deux choses complètement différentes. Parce que le Canadien a certes montré ce dont il était capable ce soir-là à Vegas, mais là, le défi, c'est de dire de quelle manière ce dont tu es capable, tu peux le répéter de manière régulière. Et on est loin, loin, loin du compte à ce niveau-là. Puis je pense que c'est la raison pour laquelle c'est une équipe qui est encore en développement, parce que entre ce qu'elle espère être, entre ses ambitions et la constance de ses performances, il y a un monde de différence. Mais reste que c'est le nouveau, c'est quand même ça le nouveau barème. C'était pas le cas l'an passé. C'était la nouvelle ligne de flottaison. C'est ça. C'était le nouveau mieux qu'on est capable d'atteindre. Mais c'est quand même une progression. Oui, mais il n'y en avait pas eu. Il n'y en avait pas de ligne de flottaison l'année dernière. Ça. Il y avait tellement, c'était tellement une équipe qui était disjonctée, qui était constamment aux prises avec des blessures, que c'était très difficile pour le Canadien de comprendre quelle était son équipe parce que sa formation, il ne l'avait jamais vraiment sous la main. Puis, c'est vrai que c'est pas beaucoup de blessures, là. On parle ici de Savard, Dach et puis maintenant Harvey Pinard. Mais je pense que, malgré tout, l'absence de Kirby Dach a complètement chamboulé la saison du Canadien. Puis les espoirs de développement individuel de bien des joueurs, parce que ça replace encore des joueurs dans des positions de pression, puis des fois où on leur demande plus que ce dont ils sont capables ou ce qu'ils sont prêts à assumer. Tu sais, Nick Suzuki, on voudrait le voir encore prendre les bouchées doubles puis montrer qu'il passe à l'échelon supérieur, mais s'il n'y a pas encore un gars comme Kirby Dach qui divise les tâches, qui divise les... Qui amenuise, en fait, qui force l'adversaire aussi à faire des choix en termes de couverture, là, il se retrouve un peu encore réduit à avoir son seul trio à être celui qui va lancer l'attaque du Canadien. Puis je pense c'est pour ça qu'il y a une limite dans ce qu'on voit au niveau de sa progression. Dans le monde des courses de chevaux, il y a un dicton qui dit que les chevaux qui se font battre souvent, avant même que la barrière lève, à un moment donné, ils atteignent, même si ce sont des chevaux, avant que la barrière lève, ils savent qu'ils vont se faire battre et ils sont moins compétitifs. Et je me demande si ce n'est pas le piège cette année pour le Canadien. C'est une équipe, l'année passée, même à partir de la mi-saison, un peu avant la mi-saison, cette équipe-là était ensevelie sous les blessures, là, mais elle continuait de se battre avec des moyens très limités, avec un paquet de gars là-bas. Puis, ils n'étaient pas talentueux, ils n'avaient pas beaucoup de chances de gagner, mais cette équipe-là se battait quand même assez férocement. Moi, ça m'avait impressionné. Puis ils ont décroché à un moment donné, là, à 2 semaines du fin de la saison, là, quand le Canadien a commencé à faire jouer des gars qui arrivaient des rangs universitaires pour honorer des clauses de contrat et tout ça. Et là l'équipe a levé le pied. Mais là, je me demande, ça commence à faire un bout de temps que cette équipe-là se fait battre souvent. Là. Et est-ce que c'est possible dans un univers où on carbure aux résultats tout le temps et que c'est ça qui fait foi de tout, à un moment donné, de garder cet enthousiasme-là et de sortir avec le même mordant match après match, même si c'était une équipe qui avait ses qualités-là. Qui est limitée, c'est ça. Ouais. Et, moi, ça me surprend de voir qu'avant même le quart de la saison, il y a des matchs où on se dit, oh, ils sont pas là ce soir, ou ils sont moins. Il y a clairement un déficit de confiance. Tu parles d'engagement. Martin Saint-Louis a dit, c'est ça, a parlé de mollesse, etc. Mais tu sais, Josh Anderson, qui est aux prises avec une léthargie de tous les diables, évidemment, c'est pas... C'est une bonne, ça. C'en est une pas pire. C'est maintenant la pire de sa carrière. Cole Caulfield, beaucoup de difficultés à trouver le fond du filet depuis plusieurs matchs. Sean Monahan, on a parlé à Sean Monahan hier, il dit, honnêtement, en ce moment, je joue pas mon meilleur hockey. Puis c'était l'un des meilleurs joueurs du Canadien dans les 10 premiers matchs de la saison. Alex Newhook, c'est difficile. Tanner Pearson, c'est difficile. Slavkovski, évidemment. Ça commence à faire beaucoup de joueurs qui sont censés faire partie du top 9 de l'équipe, qui sont chargés de dynamiser l'attaque du Canadien. Si tous ces gars-là sont un peu dans leur tête en disant « Ouais, mais comment je vais m'en sortir personnellement? » bien, ça se reflète sur le rendement global de l'équipe. Bon, OK. On a joué à ça au cours des dernières semaines, mais on a demandé
On a sondé le peuple. D'ailleurs, on a eu moins de résultats que je pensais, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, ça nous prend le thème. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on a demandé à tous ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport de composer un trio pour relancer le Canadien. Puis c'est ça, il n'y a pas eu tant de réponses. Mais Martin, tu dis que c'est pas... c'est normal? C'est pas très... Je pensais que les gens seraient comme « Hey, moi, je vais t'en faire des trios. » Mais non, on a surtout eu quelques bonnes blagues. Mais pendant ce temps-là, je veux que vous méditiez parce que, tu sais, Martin, tu viens de dire cette équipe-là n'a pas de deuxième trio. Puis la question qu'il y a en dessous de ça, c'est est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas de joueurs pour faire un deuxième trio ou est-ce parce qu'on n'en a pas fait un? Mais je vous laisse réfléchir pendant que sur le book, Alexis nous rappelle Costitine, Galchenyuk, Ribeiro. Ça, c'était une bonne ligne. Mathieu, Allen, Montembeault, Primo. C'est vrai que c'est un des meilleurs trios. C'est peut-être un des meilleurs trios du Canadien depuis le début de la saison. Toujours sur le book, Christian Legault, Fitzgibbon, Éric Girard. Bon, c'est toujours dans les plans, ça, là, de 7 millions pour les Kings à Québec. Incroyable. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le Twitter? Sur le Twitter, on a quelques vraies suggestions. Alors, celle-là, elle n'est pas pire, je trouve. Dom, Newhook, Monahan, Gallagher. Ce serait le nouveau Tatar Dano Gallagher. Et toujours sur Twitter, le nom de S.I. Ilonen revient à quelques reprises pour le top 6. Là. Caulfield, Suzuki, Ilonen, écrit Alexandre. Caulfield, Monahan, Ilonen, écrit Marc-André. Puis une petite dernière sur le Instagram. Marcel Ossa, Yann Boulis, Marius Tcharkovski. Ça, c'est bon, ces affaires-là, parce que ça nous se rappelle d'où est-ce qu'on vient. Oui. Puis ça peut remonter le moral à certains et certaines, parce que dans certains cas, Yann Boulis. On revient de Yann loin. Boulis. Il faut que je prenne 2 secondes pour vous parler de Bob Gainey, qui avait un jour dit à un de nos collègues à propos de Yann Boulis. Il n'est pas offensif, il n'est pas défensif, il n'est pas robuste. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Tu te souviens, Martin, Alex l'imitait, on l'avait, là, je sais pas. Jack travaille de post-production parce qu'on a Alexandre Gascon qui imite Bob Gainey. Il n'est pas offensif, il n'est pas défensif, il n'est pas robuste. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Qui fait la citation. Je veux pas faire toute la saison là-dessus, là. Quand je parle de la saison, là, je parle d'ici juin prochain, juillet prochain, là. Ouais. Mais bon sang de bon sang, il n'y a pas moyen de faire un top 6 qui a plus d'allure que ce qu'on a vu. Parce que là, Saint-Louis a remanié les trios un peu. Puis ça ne répond pas à mes envies. Non, ben, écoute, ça répond pas à mes... Pour avoir deux vrais trios, un vrai top 6, ça prend 2 joueurs de centre de top 6. Je pense qu'on avait une piste en début de saison avec quand Dak était là, puis on se disait, bon, c'est peut-être le début de quelque chose. Écoute, Monahan, je sais pas s'il peut remplir cette fonction-là dans une équipe de la Ligue nationale encore. Je trouve qu'il peut être un très bon troisième centre. Deuxième, c'est une grosse commande. Puis regarde sur les ailes, c'est quand même... ça va pas bien. C'est quand même limité. Ouais. On parlait de Slavkovski tantôt. Le dernier match... Anderson, est-ce que c'est un joueur de deuxième trio? Avec le Canadien, on lui donne beaucoup d'occasions au sein du top 6, mais est-ce que c'est dans une équipe gagnante, dans une équipe qui aspire, dans une équipe performante? Est-ce que c'est un joueur de top 6? C'est un marqueur de 20 buts, un attaquant de puissance. C'est limité, honnêtement, les options. On a beau brasser les cartes là, tant que tu veux, mais à un moment donné, tu arrives toujours avec un déficit quelque part pour aller chercher un maximum de rendement. Là. Je pense que Monahan, à mon sens, est encore capable d'être un centre de deuxième trio, mais je pense que le problème, c'est que l'absence de Dak, entre Dak et Monahan, il y en a un qui peut être le centre du deuxième trio et l'autre aller compléter Caulfield et Suzuki. Ouais. Fait qu'à la base, la difficulté de trouver un complément à Caulfield et Suzuki a un effet domino par la suite. Alors, si Dak était là, mais là, certainement que Monahan aurait déjà été essayé aux côtés de Suzuki et Caulfield, les aurait aidés à les relancer. Fait que si on pose la question, quel trio pourrait relancer le Canadien?
En mettant Monahan avec Suzuki et Caulfield, ça aurait probablement un effet très bénéfique sur Caulfield. Mais le problème, c'est que tu mets tous tes œufs dans le même panier, puis ça affaiblit beaucoup tes autres trios après. Alors, dans les circonstances, un de nos lecteurs, quand il propose Newhook, Monahan, Gallagher, j'aime bien ça, cette formule-là, mais ça ne résout pas le fait qu'il manque encore un élément pour compléter Suzuki et Caulfield. Ce ne sera pas Anderson. Slafkovsky, je ne pense pas qu'il soit prêt à assumer ce type de responsabilité-là. Peut-être en viendrons-nous là juste pour voir qu'est-ce qu'il peut donner. On l'a vu brièvement. Très brièvement. Mais on arrive vite à court de solutions. Fait que tu vois, c'est pas cette profondeur du Canadien en attaque, elle est là parce qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on peut qualifier de joueurs top 9 parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont de calibre troisième trio. Alors, il suffisait simplement que Kirby Dach tombe au combat pour que tout ce château de cartes-là soit appelé à se défaire. Le Canadien, une équipe de 4 excellents troisième trios. Tu sais, je paraphrase Feu Guy Lafleur qui avait dit ça, mais c'était plus assassin. C'était des quatrièmes C'était des quatrièmes trios. Tout ça nous amène à Brendan Gallagher. Et on va revisiter une idée qu'on a à peine effleurée au début de la saison. Gallagher a connu un camp difficile, ce qui faisait en sorte que ça pouvait sonner comme du cabotinage d'envisager qu'il puisse être une solution sur ce top 6-là. Bon, là, je sais que les 2 dernières semaines, peut-être, ont été moins prolifiques. Mais, tu sais, Martin, tu regardes sur les ailes, il n'y a pas beaucoup d'options. Mais Gallagher, en est-il pas redevenu une parce que quand on regarde le début de la saison dans son ensemble, c'est un des ailiers les plus efficaces du Canadien. Est-ce que Brendan Gallagher est encore un joueur de top 6? Écoute, c'est un joueur qui a ralenti, qui a recommencé à jouer comme Brendan Gallagher. Ouais. Je pense pas que Gallagher est un joueur de top 6, mais c'est une des belles surprises. Ouais. Je concède que c'est une des belles surprises du Canadien cette année. Il est redevenu un des principaux générateur de chances de marquer chez les Canadiens, même s'il joue au sein d'un trio, jusqu'au dernier match, là, le trio des vétérans, tu regardes ça avec Pearson, c'est pas après ma barre, tu regardes pas ça en disant c'est une grosse machine offensive, là, puis à 5 contre 5, Monahan n'a pas été super dominant non plus. C'est une des belles surprises, mais je pense pas que Gallagher va en donner plus si on le place avec Suzuki ou avec la façon dont il joue. Ouais. Je pense pas qu'il va en donner plus. Moi, le problème fondamental que j'ai avec ça, c'est pas une question de style de jeu. En fait, Suzuki et Caulfield auraient parfaitement besoin d'un joueur comme Gallagher. Le problème, c'est que Gallagher, puis ça, son père m'en a parlé dans l'article que j'ai écrit. Voilà, on y revient. Monsieur Ian. Oui, alors, il dit tout le monde qui regarde jouer Brendan voit bien qu'après 38 secondes, de 38 à 42 secondes, là, ça devrait être la durée de ses présences. Ouais. Et si ça se prolonge, il pompe l'huile, il devient une lacune. Ouais. Alors, Gallagher va vider le réservoir à chacune de ses présences dans les 30 premières secondes. Et je pense que dans les 30 premières secondes, il continue d'être un joueur d'impact et il est capable de faire ça. Le problème, c'est que Suzuki et Caulfield passent beaucoup de temps dans leur zone. Mm-hmm. Quand ils sont coincés dans leur zone, ils y restent longtemps. Puis c'est le trio qui passe le plus leur présence moyenne à 5 contre 5 sont les plus longues. Alors, de mettre un gars qui a besoin de garder ses présences courtes au sein d'un trio qui a tendance à allonger ses présences, à mon avis, c'est ça le problème. C'est ça qui fait que c'est condamné à ne pas fonctionner. Mais si tu dis, OK, bien là, Suzuki et Caulfield, on va leur faire commencer l'immense majorité de leur présence en zone offensive, des mises en jeu en zone offensive. Puis on va gérer à domicile les confrontations pour faire en sorte qu'ils n'affrontent pas une opposition de première qualité, etc. Puis qu'on favorise tout un environnement offensif à cette fin-là. Ouais. Peut-être que ça pourrait fonctionner, mais je trouve que le risque, c'est simplement au niveau de la durée des présences, parce qu'on le voit, là, puis la quantité de commentaires que je lis de la part des fans par rapport au fait que, regardez-le, il tire la langue quand il rentre au banc, puis il n'est plus capable. À 55 secondes, c'est vrai qu'il n'est plus capable, il y a de la misère à se replier, etc. Mais sauf que si tu regardes les 30-35 premières secondes, là, il peut vraiment t'aider. Alors, est-ce qu'il y a un environnement dans lequel Gallagher peut évoluer de cette manière-là?
avec Suzuki, j'en doute. Puis avec Dvorak, j'en doute marche aussi. pas, ça marche pas parce qu'en plus, il y a beaucoup de débuts de présence en zone défensive. Alors peut-être qu'il y a lieu de voir est-ce qu'on peut rester avec Monahan puis essayer de repartir les choses avec un nouvel ailier du côté gauche. Mais c'est ça. Et aussi, peut-être, il y a tellement une recherche de stabilité du côté de Martin Saint-Louis au plan de ses trios. Peut-être qu'on pourrait regarder, est-ce qu'il y a des trios qu'on peut faire en fonction des matchs à domicile, puis d'autres trios en fonction des matchs à l'étranger. Là, je pense à voix haute comme ça, là, au fur et à mesure. Mais mettre Gallagher avec Suzuki et Caulfield à domicile, ça me semble plus viable. Non, je comprends. À l'étranger, non. Ou on pourrait faire des trios pour le mardi. Des trios pour le jeudi. Non, mais... Des restaurants qui fonctionnent comme ça. Le vendredi, le breuvage est gratuit. On arrête avec ça, mais oui ou non? Aimeriez-vous voir d'autres choses? Ou c'est pas ça le... C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème? Bon. Non. C'est un joueur de hockey, là. Tu vas jouer à n'importe quelle heure. C'est dit parce que là, l'horaire va être différent cette semaine. Non seulement l'équipe est dans l'Ouest, elle va y affronter, corrigez-moi là, dans l'ordre, les Ducks, les Sharks et les Kings. Puis les 2 derniers matchs, vendredi et samedi, ça va être diffusé en après-midi ici, donc là-bas, en matinée. Sur l'heure du midi. Sur Oui, l'heure en du fait, midi. il y a un match, le match à midi et demi, heure locale, à San Jose. Alors, puis 13 heures, heure locale, le lendemain, à Los Angeles. Je suis content, moi. Ça va être notre Thanksgiving à nous, parce qu'aux États-Unis, c'est du football, mais nous autres, le football, c'est du hockey. OK, bref, mais c'est nouveau, ça. C'était pas comme ça avant. Est-ce qu'il y avait des matchs l'après-midi, des matchs de la Ligue nationale l'après-midi pendant la Thanksgiving américaine? Okay. Bien, sûrement, sauf que le Canadien, très souvent, est dans des endroits comme Buffalo au moment de la Thanksgiving. C'est très rare qu'ils sont en Californie à ce moment-ci de l'année. Tu sais. Alors, c'est pour ça que c'est nouveau pour l'équipe. Mais là, d'avoir un match, c'est vrai que le calendrier est différent. Tu arrives en Californie, tu as 3 heures de décalage. Heureusement, ils se sont donné une journée de pratique pour s'ajuster avant l'heure. Tu as 3 heures de décalage, tu as un match ensuite en soirée, une journée de congé, puis après ça, 2 matchs en matinée. Fait que c'est un 3 en 4, puis la journée de congé, c'est sûr qu'ils ne pratiqueront pas. Non, ils n'auront pas le temps. Ils n'auront pas le temps. Bien, en fait, ils vont devoir... C'est comme ça. Les 3 en 4, il y a pas, la 4e journée, il n'y a pas d'entraînement. Puis là, après ça, tu enchaînes ça avec 2 matchs en matinée. Je suis tout à fait d'accord avec Martin Saint-Louis. C'est des professionnels, ils vont s'ajuster, quoi que ce soit, mais on doit reconnaître que c'est différent. C'est différent. Oui, puis pour les partisans, les partisanes, c'est le fun. Donc, ce voyage-là, bon, on le disait tantôt, historiquement, c'est jamais facile pour le Canadien en Californie. Alors, est-ce que le passé est garant de l'avenir? Ah! C'est jamais facile. C'est jamais. Écoute, depuis plusieurs années, c'est pas facile pour le Canadien en Californie. Je regardais tantôt, le Canadien n'a pas gagné, mais ce sont pas les équipes ont changé au fil des années, là, mais le Canadien n'a pas gagné à Anaheim depuis 2014. Donc, 7 défaites, une défaite en prolongation, 6 défaites en temps régulier. Le Canadien a terminé en 2021 une séquence de 22 ans sans victoire à San Jose. Ça, c'était absolument époustouflant, mais là, cette gang-là est brisée. Le Canadien a remporté ses 2 derniers matchs là-bas et on s'entend, le match à San Jose, là, ça va avoir plus des allures de coupe poubelle, match de la coupe poubelle que... Bon, on va peut-être prononcer le mot en L à plusieurs reprises. C'est ça. Et à Los Angeles, ben écoute, c'est depuis 2014 aussi, si ma mémoire est bonne, là, que le Canadien a remporté 2 matchs depuis 2014 à Los Angeles. Donc, c'est pas évident quand le Canadien va jouer là-bas. Le passé garant de l'avenir? Je le pense aussi. Ben oui, absolument. Bon, okay. Puis écoute, la seule équipe, le Canadien, on parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait seulement 2 victoires en temps réglementaire depuis le début de la saison. Il y a la chance d'égaler les Sharks en allant les battre. Mais les 2 autres équipes, Anaheim est une belle surprise cette année. Ils sont beaucoup plus... Ouais. C'est une jeune équipe qui est remplie de talent en attaque. Ils ont un jeune gardien, Lukáš Dostal, qui a fait un beau pas en avant jusqu'à maintenant cette année. Mais ils sont un petit peu en avance sur leur horaire. On leur prédisait une autre année peut-être à piétiner, mais là, tu dis, oh, OK, ils ont un certain momentum. En fait, c'est le genre de momentum qu'on aurait aimé voir de la part du Canadien. C'est une espèce de poussée en avant, mais on espère ça de chaque équipe qui est en reconstruction, mais on était là autour de la table avant le début de l'année à tous prédire une belle saison au Sables de Buffalo et eux, ils piétinent encore. Alors, comme quoi, quand tu reconstruis puis que tu as des jeunes, il
faut que tu y mettes de la patience. Voilà, c'est bien dit. Si on regarde le classement dans la division Atlantique, là, c'est difficile de changer la hiérarchie. On le constate année après année. Là, on se demande toujours avant chaque saison qui va réussir à briser le moule et à se tailler une place. Les 4 dernières équipes encore dans la division Atlantique, tu as le Canadien qui est en bas, tu as Détroit qui est 5e, si ma mémoire est bonne, tu as Ottawa et tu as Buffalo. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a des équipes que la construction est amorcée depuis longtemps. Là. Ils ne sont pas arrivés là encore. Et à l'opposé, quand tu regardes en haut du classement, ça ne change pas beaucoup encore. Puis tu as chroniqué sur les Bruins cette semaine. C'est ça. Ça, même si parce que la même chose, on ne pensait pas que les Bruins allaient être aussi performants. Puis, tout ça pour dire qu'on ne connaît rien, finalement. Non, mais... tout ça pour dire que les pronostics, ça ne vaut rien. Non, évidemment. Ça, il n'y a aucun doute. Ça ne vaudrait pas la peine. Parce que les Bruins, je veux dire, tu perds Patrice Bergeron, qui est central dans ton ADN. Tu perds David Krejci, puis on entend tout le monde dire à quel point la ligne de centre dans n'importe quelle équipe, c'est important. Là, ils se retrouvent à demander à un troisième centre de devenir un centre top 6, à demander à un de leurs ailiers de devenir un joueur de centre à temps plein. Ils retiennent un joueur qu'on prévoyait retourner dans le junior, qui reste avec l'équipe, Mathieu Poitras. Puis là, subitement, pouf, voilà, après 17 matchs, ils ont une seule défaite en temps réglementaire. Ils n'ont rien perdu, finalement. C'est incroyable. Moi, ça me jette à terre. Ce que j'écrivais dans mon texte, je trouve que c'est de la part de Jim Montgomery, c'est une démonstration de maximisation de tes effectifs absolument spectaculaire. Là, ils sont bons défensivement. Les Bruins ont toujours été bons défensivement, mais depuis que Montgomery a pris les commandes de cette équipe-là au début de la saison dernière, ils ont pris 2 coches au-dessus du niveau d'excellence qu'ils avaient. Puis en attaque, Pastrnak, c'est un joueur extraordinaire. Là, c'est une super vedette de la Ligue nationale, mais tu regardes autour de lui, c'est... Il n'y a pas grand-chose. Non. Ils ont une belle profondeur. Ils ont beaucoup de joueurs compétents, mais tu regardes le star power. Le star power en attaque, là, ils sont quand même capables d'être très fonctionnels, très productifs avec ça. Je trouve ça très impressionnant. Prendre une équipe qui sous-performe et de l'améliorer, c'est une chose, mais prendre une équipe qui avait déjà des standards très élevés et de porter ça à des standards historiques, à des niveaux historiques là, par rapport à l'histoire de la Ligue nationale, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui sont capables de faire ça. Puis probablement qu'au niveau des... c'est devenu fréquent dans la Ligue nationale d'avoir des tandems, c'est devenu pratiquement la norme. Mais eux, je pense que le tandem des Bruins est le meilleur de la Ligue. Alors, au lieu d'être simplement... Oui, exact. Ouais. Au lieu d'être... C'est pas les gardiens qui sont finalement... qui bénéficient du fait d'avoir une excellente équipe devant eux. Ils contribuent directement au succès des Bruins. Puis chapeau à Ullmark et Swayman. Absolument. Puis ça va peut-être faire école parce que, comme tu dis, c'est probablement le meilleur exemple de cette tendance-là. Mais moi, malgré tout, je persiste et je signe. C'est sûr que les Bruins vont faire les séries, là, mais ils vont perdre au premier tour. Je le dis tout de suite. Comme tu dis, Martin, ça n'a pas d'allure. C'est très intéressant. Je ne sais pas si ça a de l'allure ou pas, mais c'est intéressant. C'est très intéressant de les voir aller. C'est une trajectoire qui est... Je me souviens, avant le début de la saison dernière, Alex disait, moi, je pense qu'ils vont rater les séries. Puis ils ont collé 65 victoires et c'était pas frivole de dire ça, là, de regarder l'alignement et de dire ils sont vieillissants. Puis à un moment donné, tu arrives au bout de la corde puis il t'en manque un petit peu. Ils ont collé 65 victoires, puis après avoir perdu leurs 2 premiers centres, ils continuent exactement comme si rien s'était passé. Peut-être que le reste de l'équipe se dit, c'est pas vrai qu'après la saison qu'on a eue l'année passée, on va continuer justement d'être l'équipe qui, après avoir été historiquement bonne en saison régulière, on s'est fait éliminer en première ronde. On n'est pas l'équipe qui s'est fait éliminer en première ronde. Je pense que il y a certainement une bonne dose de motivation dans l'édition de cette année qui vient de leur élimination au premier tour. Ça me fait penser au Lightning de Tampa Bay juste avant. Après la sortie contre Columbus. Ouais. Finalement, je vais retirer ce que je viens de dire. On verra. On ne sait pas. C'est ça qui Tu fais peut-être bien. Now he gets it back to Hughes. Lots of traffic in front as Quinn Hughes cuts across the high slot. Now goes wide on Zetterlund. Hughes shoots. He scores!
Quinn Hughes, le moteur à l'attaque qui inscrivait son 8e but de la saison, c'est dans un match contre les Sharks. Je m'en sers pour faire un petit détour. On va sortir de Montréal, ça faisait déjà quelques minutes qu'on était à Boston. Mais Martin, tu nous faisais remarquer que... et ça me fait penser un peu, tu sais, Connor McDavid est moins Connor McDavid cette année, là. Mais c'est McDavid qui nous a habitués ces derniers temps à repousser un peu les prouesses statistiques de notre époque. Là. Mais Quinn Hughes fait exactement ça pour les défenseurs. Ouais, c'est tout un début de saison. Puis honnêtement, je trouve que c'est peut-être la plus belle progression de la part d'un joueur dans la Ligue nationale cette année. Quinn Hughes, premièrement, regardons les Canucks. La saison dernière, ça a été une saison de misère. Mais Quinn Hughes... Dès la première fois où il a posé un patin sur une glace de la Ligue nationale, c'était clair qu'il avait des habiletés offensives exceptionnelles. Il est devenu très bon aussi à 5 contre 5 maintenant. Il était défensivement, il y avait des lacunes dans son jeu. C'était loin d'être une valeur sûre quand tu l'envoyais sur la patinoire. Cette année, il est excellent, mais il est devenu le premier joueur cette saison à franchir le cap des 30 points, ce qui est quand même exceptionnel. C'est un défenseur, mais il y avait ça dans les notes de la Ligue nationale ce matin. Il y a juste Bobby Orr et Al MacInnis dans l'histoire de la Ligue nationale, chez les défenseurs, qui ont réussi à atteindre le plateau des 30 points avant de disputer leur 20e match de la saison. Alors, c'est vraiment exceptionnel. Et en plus, c'est un jeune joueur à qui on a confié le poste de capitaine cette année. Des fois, ça écrase quand un joueur arrive avec ces responsabilités-là. C'est une lourde responsabilité. Et il y en a que ça les éteint un peu. Alors, c'est tout à son honneur et je trouvais ça intéressant de souligner ça ce matin. Absolument. Puis, et je faisais le parallèle avec McDavid parce qu'on est gâtés. On est gâtés d'avoir ce talent-là offensif sous les yeux à notre époque, alors qu'on n'arrête pas de dire que les gardiens sont meilleurs que jamais, les systèmes défensifs sont sophistiqués comme jamais. Ça reste non négligeable. Je disais, je me sers de ça pour sortir de Montréal parce qu'on voulait juste faire un petit détour par Columbus parce qu'on était, comment dire, quand un entraîneur de chez nous comme Pascal Vincent obtient finalement sa chance, je pense que ça laisse pas les amateurs de hockey puis les médias ici indifférents. Sauf que là, c'est bien plate, mais ce qui allait mal à Columbus, ça continue de mal aller. Oui. Ça a l'air de passer beaucoup par les grosses vedettes qui, enfin... Quand tu laisses Patrick Laine de côté, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec Patrick Laine. Là, non? Écoute, c'est Patrick Laine, c'est Johnny Gaudreau également. Oui, c'est ça. Pour le meilleur et pour le pire, Pascal a voulu établir une culture d'imputabilité à Columbus puis dire, nous, avec le genre d'équipe qu'on a, ce qu'on a essayé auparavant, ça n'a pas fonctionné. Puis avec le groupe qu'on a, la seule manière que ça puisse fonctionner, c'est on tire tous dans la même direction. Peu importe votre niveau de talent ou votre salaire, si on ne tire pas tous dans la même direction, on ne s'en sortira pas. Alors lui, il gaspille des cartouches d'une certaine manière en mettant de côté des vedettes qui, à son sens, ne tirent pas dans le même sens que tout le monde. Puis c'est vraiment un mélange très étrange, je trouve, à Columbus, parce que tu as des gros noms. Tu sais, Johnny Gaudreau s'est ramassé à Columbus dans des situations étonnantes. Je pense que les Blue Jackets sont les premiers surpris que Gaudreau ait fait. Moi, Columbus, ça m'intéresse. OK. Ils n'étaient pas là dans leur évolution. Non. Mais ça ne touche pas seulement les joueurs vedettes, parce que quand je parle d'imputabilité, il y a également Ken Johnson, qui est un joueur qu'ils ont repêché au 5e rang au total, il n'y a pas si longtemps, qui a récolté 40 points la saison dernière, puis qui a été cédé à la Ligue américaine. Alors, visiblement, ce qu'on a décidé de faire, c'est de garder la bride serrée, mais rapidement, on va venir à court de solutions à Columbus, parce que là, Pascal Vincent est sur un contrat de 2 ans cette année et l'année prochaine, et toute la direction également arrive en fin de contrat à la fin de la saison prochaine. Donc, il y a une date, à mon sens, il y a une date de péremption sur tout ce beau monde-là. Jarmo Kekalainen, John Davidson en haut de la pyramide, parce qu'ils ont essayé un tas de choses, puis il n'y a rien qui semble fonctionner. Si ce n'est pas les blessures, c'est le mix de joueurs. C'est pas le mix de joueurs, c'est les portes tournantes derrière le banc.
Sinon, il y a un historique de négociation de contrats ardus entre Kekalainen et certains de ses principaux joueurs, mais ça ne fonctionne jamais à Columbus. Il y a de quoi dans la bouffe. Ouais. C'est le canon. Mais Maudit canon. je trouve que c'est une situation extrêmement, encore une fois, intéressante parce que Pascal Vincent, là, c'est pas un nono. Là. C'est un gars très intelligent, très réfléchi, très posé. C'est pas un gars qui va entrer dans un vestiaire, qui va lancer des poubelles, ou qui va. C'est un gars qui a beaucoup de métiers. Et là, il vient d'obtenir sa première chance de diriger dans la Ligue nationale. Il était là la saison dernière. Et ce qu'on reprochait au groupe la saison dernière, c'était que c'était free for all. Il y avait une culture de laisser aller et qu'il fallait changer cette culture-là. Et ça prend quand même un courage particulier là, pour arriver comme entraîneur en chef et dire... une de ses premières décisions, je pense à Damon Severson, le défenseur, qui a été cloué au banc. Il venait juste d'être embauché. Qui venait de signer un contrat de 50 millions. Et tu sais, c'est pas... Si tu établis des standards, et c'est André Tourigny qui dit toujours ça, les règles n'ont pas d'émotion. Quand tu les appliques simplement, quand il arrive quelque chose, quand tu as établi une règle, et que quelqu'un l'enfreint, elle n'a pas d'émotion, la règle, elle ne fait pas la différence. On se fout de l'identité de celui qui commet, on fait respecter. Alors, si tu établis tes standards clairement avec tes joueurs et que tu les appliques sans émotion, normalement, ça ne devrait pas causer une commotion dans l'équipe. Et je vais donner un exemple. C'est arrivé à Tampa Bay au cours des dernières saisons. Kucherov s'est fait coller au banc pendant une période complète. Stamkos aussi. Et oui, et je me souviens d'une déclaration de Stamkos après que Kucherov se soit fait clouer au banc. Il avait dit, on a des standards élevés ici, et si tu ne joues pas selon les standards, c'est normal, c'est établi. Alors, ça te prend, je pense, quand même un groupe fort autour pour dire, OK, là, on a un des gros noms de l'équipe qui vient de se faire clouer au banc ou qui vient de se faire rayer l'alignement, mais on comprend tous que c'est parce qu'il n'a pas atteint les standards et on va continuer à les appliquer. Alors, est-ce que son groupe est assez mature pour réagir positivement à ça? C'est une jeune équipe à Columbus. Là. Alors, est-ce que tu peux dire que les joueurs ne réagissent pas positivement parce que les Blue Jackets ne gagnent pas ou c'est juste parce qu'ils sont jeunes? Mais là, il y a une partie de bras de fer. Là. C'est vrai qu'ils gaspillent des cartouches, mais en même temps, tu ne peux pas arriver... Tu perds toute crédibilité auprès de tes joueurs si tu commences la saison en disant, les gars, voici comment je vais diriger. Le Babcock vient de se faire jeter par-dessus bord. Voici comment moi je vais diriger. On va juste s'établir des standards, puis on va les respecter, puis c'est à ça que je vais m'en tenir. Si tu ne respectes pas ce que tu as dit, tu vas te faire monter sur la tête. Alors, est-ce que tu es mieux d'éventuellement perdre ton emploi pour avoir dirigé selon tes valeurs ou de perdre ton emploi parce que tu n'as pas... Tu ménageais. Tu n'as pas respecté ce que tu avais dit, puis les joueurs ont fini par te monter sur la tête, mais ça bouille. Le directeur général semble sur un siège très, très chaud. Aaron Portzline, le gars de beat qui suit les Blue Jackets, qui est un des gars de beat les plus intéressants, je trouve, à suivre. Là. Il faut le faire quand tu suis, quand tu es à Columbus. Oui, chapeau. Mais tu sais, ça brasse fort là-bas. Il y a de gros enjeux qui dépassent l'entraîneur. Donc, c'est intéressant de voir comment Pascal va s'en tirer avec ça. Dans n'importe quelle équipe où les leaders ne sont pas les meilleurs joueurs, tu as vraiment besoin de la contribution des meilleurs joueurs qui ne sont pas des leaders parce que sinon, là, tu regardes ceux qui ont une lettre sur leur chandail, si je ne m'abuse, évidemment, il y a Boone Jenner qui est le capitaine. Je pense que Eric Goodbranson doit être un adjoint. L'autre, c'est quoi? C'est Sean Corelli ou quelque chose. Tu sais, des joueurs qui sont des joueurs qui vont justement utiliser ou prolonger ce message-là d'imputabilité. Leur voix est limitée s'ils ne sont pas capables d'avoir un gros impact sur la glace. Ouais. Tandis que dans la majorité des équipes, les gars qui ont la plus grande voix et qui ont le plus gros leadership, c'est aussi des gars qui vont pouvoir faire écho à ce qu'ils disent et ce qu'ils demandent à leurs coéquipiers par leur performance sur la glace. Alors, il y a cette séparation-là à Columbus. Donc, c'est un problème de leadership qui est difficile à surmonter. Tu disais, Martin, Pascal Vincent, c'est un gars qui a du métier, c'est pas un imbécile. C'est sûr qu'il ne devait pas souhaiter être obligé de mettre Patrick Laine d'un gradin. Parce qu'évidemment,
C'est spectaculaire comme... Puis tu sais, il connaît Patrick Laney depuis longtemps. Ouais. Laney était à Winnipeg. Quand Pascal vrai. Vincent était entraîneur adjoint à Winnipeg, il l'a vu arriver dans la Ligue. Ouais. Là. Alors, Il est peut-être pas surpris d'être obligé de faire ça. Il y a une longue relation avec lui, mais ça prend du courage pour écarter des gars qui ont 8 ou 9 millions de salaire et dire on est meilleur sans... Je pense qu'on va être meilleur sans toi. C'est quand même quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que nous autres, on ne pourrait pas être meilleurs sans toi, Martin. Bah, pas aujourd'hui. Vous étiez très bon. Voyons, Martin. Voyons donc. Est-ce qu'on serait meilleur? Ah, et parlant d'être meilleur, tiens, ça me fait penser. Gascon a gagné un prix. Oui, le prix Jules oui, Fournier. C'est quoi? Hein? Pour la qualité de la langue. Mais voyons donc. Ouais. C'est à l'écrit. Bon, ouais. Ben oui. Je voulais le mentionner. Bravo, Alex. Le prix Jules Fournier. C'est un prix très prestigieux, le prix Jules Fournier. Ouais. C'est donc pour le journalisme écrit, Oui. pour la qualité de la langue. Oui. Ouais. Bon, mais chapeau. Puis il lui reste- moi, j'ai rien gagné. Je regarde ça, là, non. Il lui aurait juste à ajouter du contenu à ce qu'il écrit, puis après ça, il va pouvoir gagner peut-être un Judith Jasmin. Non, Il maîtrise le contenant. Alors, mais là. C'est un classique. C'est mou. C'est mou, même. C'est une petite... non, on aurait pu faire bien pire. non, mais hey, sérieusement, je suis content que tu soulignes ça, parce que c'est quand même... C'est pas rien. C'est pas rien. C'est quelque Absolument. chose, comme Mais- dirait Mario. Oui, mais ce qui est particulier aussi, c'est que le journalisme sportif, généralement, quand vient le temps de distribuer ce type d'honneur-là, on ne s'attarde pas très longtemps au journalisme sportif. Fait que ça fait du bien que sur ces Ben là- panels-là, on a fait OK, prenons le temps de lire, même s'il est question de Canadiens. Et puis. Attends un peu. C'est pas un prix. C'est un prix pour tout l'ensemble de la presse? Pas juste le. Non, la presse c'est l'ensemble de la presse. Oui, oui. Ah, ben là. Oui, oui, OK. c'est ça. Ah, ben là. Il y a juste lui qui a gagné? Non, il y a quelques Ben, c'est un prix récipiendaires. par année. Oh. OK. Non, je mesurais mal. C'est un prix prestigieux. Je Là. mesurais mal Ouais. tout ça. Moi, je pensais que c'est ça, que c'était un prix là, pour nous, c'est ça, les prix de journalistes sportifs, là, les Non, pauvres là, qui parlent de Canadiens, on va lui faire un... Ah! Non. C'est le Conseil de la langue française qui Ben, donne ça. chapeau! Écoute, Way to go, le gros! Est-ce que C'est ma tu façon as de... la liste des gagnants? Oui, maintenant? absolument. J'ai un Alors- ami qui l'a déjà remporté, qui est disparu maintenant, André Dalcourt. Est-ce que son nom est là? André Dalcourt, un instant, Oui, Vous avez- absolument, 1983. Oui, oui. Alors, écoute, Jean-François Lisée. Ah, Régent Tremblay l'a eu en 82. Mais sinon, tu Pierre Bourgault, Georges Hébert Germain, voyons donc. Robert Lévesque, Jean Dion, Hein? Isabelle Haché, Yves Boisvert, Pierre Follia, Jean-François Nadeau. Pierre Foglia, Alexandre Gascon. Tu sais, C'est pas rien, là. c'est pas rien. Puis j'en profite aussi, Olivier Tremblay aussi a remporté un prix, mais bon, il n'est pas dans le balado, fait que on capote moins. On s'entend. Ben non, bravo Olivier! Félicitations, on t'aime, Olivier. On t'aime. Fait que non, ben, bravo les gars. Puis wow! Aïe, aïe, je pense que je vais être intimidé. Quand il va revenir de la Californie, je vais peut-être être un peu intimidé. Puis moi, c'est ça. C'est ça. Tu carbures au Qualité de la- végétariat, toi. Beaucoup. Ben, vous l'avez. Ben, Marc-Antoine, tu commences à me connaître un peu. Tu l'auras deviné. Oui. Remarqué. Ben oui, absolument. Marc-Antoine Godin, je rappelle que tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Un grand, grand merci. Ça me fait plaisir. Puis, sais-tu quoi? Des semaines après, j'ai réalisé que tu m'avais demandé y a-tu quelqu'un à l'extérieur du hockey que tu as interviewé des grandes vedettes? Hey, tu as le droit de faire ça. Tu peux revenir sur ces Ça fait moments-là. longtemps, puis je t'avais dit Jean Charest avec une pointe d'hésitation. Ouais. Puis j'avais oublié Viggo Mortensen. Ah! Dans son rôle de fan du Canadien à Ben, l'extérieur de Montréal. c'est un peu oui, c'est ça, exact. C'est bon. C'est bon. C'est moi qui l'ai mis en contact avec le Canadien puis Ah, OK, le pour vrai? centenaire. Ouais, Pour ouais. vrai. C'est comme Là, Viggo. qu'est-ce que Gascon nous contait la semaine passée? Là? On disait que ça battait Cindy Crawford. La Coupe Grey, ouais, ça compte pas. Non. Regarder Cindy Alex, il a déjà gardé la. Oui, il la était Coupe gardien de la Coupe gardien de Grey. la Je Coupe te dis tout un pedigree. Alexandre Gascon, il est bien sûr l'autre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH et qui est en Californie. Donc, on va le retrouver la semaine prochaine, un peu plus bronzé, on le souhaite. Martin, j'allais t'appeler Martin Saint-Louis. Ben, écoute, ça n'aurait pas été une insulte. Là. Ah, mais je suis content que tu prennes ça avec autant d'élégance. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment.
Toujours un plaisir, monsieur. Un grand merci à Yann Dion et Jacques-Alexis Bernardin en régie. Je m'appelle Alexandre Coupal. On va... bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.